de mortier. Là, c'est des bombes de traçage. Oh, le blocos. Juste là, le blocos. Ça. Le brûlé. Tout le chemin là, il est plein de... Et tu crois que ça a été dominé, c'est ça? Je sais pas, je pense que oui quand même. L'énigme des bombes en bois. Ah oui, bah voilà, l'énigme des bombes en bois. Voilà pourquoi on sent le bois. Ah purée, on vous mettra des photos en allant. Ma fille va prendre des photos. Oh, ça sent fort. Ah, c'est peut-être ce bois-là, Kathleen, parce que c'est, regarde, c'est tout un rempart. De bois pour bois. Oh, mamma mia. Oh purée. Oh putain. Wow. Tu vois qu'on a le droit d'aller là-dedans. Ah, je sais pas. Je sais pas. On peut. Oh putain de con. Wow. Il y a encore une énigme là. Kathleen. Ouais, en plus il y a des parcours de jeux d'énigmes. C'est ça qui est bien. Oh. Du pulso-réacteur. Là, c'est bon, la son carburant est le kérosène. Son autonomie je crois que j'ai coupé. J'ai pas... 300 km. Volant à une altitude d'environ 2000 mètres, il atteint son objectif par un compteur à distance anémométrique ou, plus simplement, par épuisement de carburant. Le V2 est bien plus évolué technologiquement. Conçu par l'armée de terre allemande, il est l'ancêtre de nos fusées modernes. Son lancement est vertical. Il s'arrache du sol grâce à une poussée de 25 tonnes pendant 65 secondes. Il atteint alors la vitesse de Mach 4, soit plus de 5000 km/h pendant 113 km. Comme il ne quitte pas l'atmosphère, le V2 n'est pas satellisé et retombe en chute libre. Sa courbe ascendante est respectée grâce à un système de gyroscope accéléromètre intégrateur. Première réalisation en série d'une plateforme inertielle. Le carburant, l'éthanol, et le comburant, l'oxygène liquide, sont transférés vers la chambre de combustion par une turbopompe actionnée par la réaction du peroxyde d'hydrogène sur du permanganate. On comprend mieux dès lors la puissance du V2. Plus rapide que le son. Il n'est pas interceptable à l'époque. 5 fois plus lourd et volant plus haut que le V1. Le V2 arrivera au sol avec un poids de plus d'1 million de tonnes, provoquant ainsi un effet de souffle et un véritable tremblement de terre. À charge explosive égale, le V2 est bien plus dévastateur que son prédécesseur, le V1. Étant donné les nombreux réglages nécessaires avant le départ des V2, le principe de leur lancement à partir de bunkers fortement protégés fut retenu. De plus, le transport d'oxygène liquide utile à leur mise à feu fut considéré comme trop dangereux et le bunker servirait ainsi au stockage. Quand le 22 décembre 1942, Hitler ordonna la construction d'un bunker dans le nord de la France, c'est à l'Oberstleutnant Tom que fut confiée la recherche de l'emplacement. À première vue, la région la plus favorable se situait entre Saint-Omer et Boulogne. Son relief accidenté permettant de trouver d'anciennes carrières propices à la construction d'un tel bâtiment. Mais surtout, un accès facile par voie ferrée et voie fluviale permettrait l'acheminement des nombreux matériaux nécessaires aux travaux. Après avoir examiné un certain nombre d'endroits du côté de Zouavk, près de Nordosk, c'est la région d'Eperlek qui fut choisie pour ses caractéristiques exceptionnelles. Une voie ferrée double,
reliant Calais à Lille. Un canal navigable pour péniches à grand gabarit. La présence de lignes haute tension, un réseau routier très développé et enfin un massif forestier en contrepente par rapport à l'Angleterre. Regardez cette gigantesque muraille de béton. La face sud du bunker abritait l'usine d'oxygène liquide. 75 mètres de long, 35 mètres de large, 33 mètres de hauteur, dont 22 seulement sont visibles. Ça sent le fioul. Et pourtant, J'ai une ce odeur de bunker gasoil. ne représente qu'un peu plus d'un tiers des dimensions prévues à l'origine de sa construction. Au milieu de cette façade, une structure pentagonale. Il s'agit de la partie inférieure de la tour de contrôle du bunker primitif. Sa hauteur nous renseigne sur le niveau atteint par la construction avant le 27 août 1943, jour du premier bombardement. De cette tour de contrôle devait être opérée la mise à feu des V2 conduits de l'intérieur du bunker jusqu'aux tables de tir, à l'endroit même où vous vous trouvez. Amenés par des portes hautes de 17 mètres 50, situées de part et d'autre de la tour. Observez les nombreux orifices tout le long de la façade. Ce sont les entrées des canalisations destinées à l'alimentation en air du bunker et des groupes compresseurs pour la production de l'oxygène liquide. Selon les projets prévus pour le bunker, sa capacité maximale de lancement aurait dû atteindre 36 fusées par jour. Mais le bombardement allié du 27 août 1943 mit fin au projet de lancement des V2 depuis la base d'Eperlek. Malheureusement, c'est inondé à l'intérieur. Beau Patria, commandant René Mouchotte, commandant en Alsace. Demandez à ma fille qu'elle le prenne en photo. Ah mais c'est énorme ça. C'est énorme. Mais c'est énorme. Oups. Je ne vois pas grand-chose. Oh purée. On n'est pas les seuls visiteurs. Donc on va essayer de ralentir un peu la cadence pour écouter nous-mêmes les histoires. C'est énorme. Heureusement que c'est énorme.